Y a-t-il du sens à faire des comparaisons entre notre monde d'aujourd'hui et le monde de l'Antiquité? On parle beaucoup de la mondialisation depuis maintenant 20 voire 30 ans, certainement même, et certains ne se sont plus à faire des comparaisons avec le monde romain. Le monde romain commence son expansion au IIIe siècle avant Jésus-Christ, après avoir pendant près de 5 siècles étant limité d'abord à une petite bourgade au 7e, 6e et 5e siècle avant notre ère, et puis en se battant contre ses voisins immédiats au 5e et 4e siècle. La question est de savoir si c'est faire de l'anachronisme que de comparer l'hyperpuissance américaine d'aujourd'hui au destin de Rome. Évidemment, si on raisonne de manière simpliste, c'est évidemment insensé. Les conditions ne sont plus du tout les mêmes. Cependant, la volonté de puissance semble être une constante dans l'histoire des États depuis qu'ils existent. Ça, c'est une chose. Et lorsque ces États s'étendent dans l'espace, ils rencontrent un certain nombre de problèmes, de difficultés. Ils rencontrent aussi des cultures diverses qui peuvent, le cas échéant, les enrichir. Les États impérialistes peuvent, consciemment ou inconsciemment, aussi imposer leur culture aux États qu'ils conquièrent. L'impérialisme américain s'est fait en plusieurs phases, dans des régions du monde différentes. Chez nous, en Europe occidentale, après la libération en 1945 contre l'Allemagne nazie, il n'y a pas eu d'installation militaire d'occupation. Il y a eu la présence de troupes américaines qui étaient là pour défendre les pays occidentaux contre les armées du pacte de Varsovie, dans le cadre de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, signé en 1949. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan économique et sur le plan culturel, il y a bien eu conquête. Nos mentalités sont fortement influencées par un système de valeurs porté par l'économie américaine. 85% des feuilletons que nous regardons à la télévision ou des films sont des films américains, donc on peut parler d'un véritable impérialisme économique, d'un impérialisme culturel aussi, et alors dans certaines régions du monde, il y a un impérialisme militaire, bien sûr, au Proche-Orient. Pensez à la présence américaine depuis le début du XXIe siècle en Afghanistan ou en Irak. La question maintenant est de savoir si le présent peut nous éclairer sur le passé. Donc ici, la question n'est pas de savoir si le passé peut nous éclairer, peut éclairer le présent. Je pose la question à l'envers. Autrement dit, est-ce que des problématiques que nous connaissons depuis 60, 70 ans peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans le monde romain, ou en tout cas le monde qui devient romain, le monde qui va être romanisé, il y a maintenant plus de 2000 ans. Vous avez vu que je viens de faire état ici d'événements de type militaire. J'ai parlé également d'expansion économique,
et j'ai fait référence également à la rencontre culturelle de peuples qui, au départ, n'avaient pas la même civilisation. Donc c'est un questionnaire du présent que je ne vais pas chercher à appliquer, mais ce questionnaire va me permettre d'interroger un pan du passé. Le titre de mon exposé, c'est donc l'expansion territoriale et la société romaine au IIIe siècle avant notre ère. Expansion territoriale, je crois que le terme est assez clair, c'est la conquête de territoires qui se trouvent à proximité de Rome, en Italie même, et je dirais même dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'État italien, c'est-à-dire des grandes îles comme la Sardaigne et comme la Sicile. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, au IIIe siècle avant notre ère, il y a deux autres civilisations qui se sont développées en Sicile et dans le sud de l'Italie. C'est d'abord la civilisation hellénique, mais aussi, en Sicile, les comptoirs carthaginois. Dans le nord de l'Italie, il y a toujours des Celtes. De quelles sources dispose-t-on pour étudier le IIIe siècle avant notre ère? On dispose essentiellement d'un historien qui s'appelle Tite-Live, mais cet historien, parce qu'un certain nombre de livres de son gros ouvrage ont disparu, Tite-Live nous informe pour le début du IIIe siècle et pour la fin, pas pour la partie centrale. Je vous montre ici l'édition de la Pléiade, où Tite-Live se trouve publié avec Salluste. Voilà. Quel sera le plan de mon exposé? Dans un premier temps, je vais établir un constat de ces conquêtes romaines du IIIe siècle en essayant de comprendre en quoi consiste la puissance de Rome. Dans un deuxième temps, nous étudierons ensemble les conséquences de cet accroissement très important de la puissance de Rome, l'objectif étant d'essayer de voir dans quelle mesure les changements incontestables et considérables qui se produisent à Rome ont provoqué un bouleversement dans la société romaine, mais aussi de voir dans quelle mesure la société romaine, au moins partiellement, a résisté à ce bouleversement. Donc, il s'agira d'être nuancé et de ne pas formuler une démonstration unilatérale qui expliquerait tout de manière assez simple, c'est-à-dire Rome conquiert une partie du bassin occidental de la Méditerranée, elle est la plus forte, elle s'ouvre à un certain nombre de réalités nouvelles et elle s'impose dans les territoires qu'elle a conquis. On va voir qu'il y a donc un certain nombre de nuances à apporter à cette ouverture. Évidemment, en conclusion, je rassemblerai mes idées de manière synthétique, de telle manière que les choses paraissent un petit peu plus claires, et on verra peut-être à ce moment-là
Alors là, non plus en quoi le présent nous permet d'interroger le passé, mais aussi de voir inversement dans quelle mesure le passé peut nous donner un certain nombre d'informations sur le phénomène de la mondialisation que l'on réduit trop souvent à ses aspects économiques, mais où il faudrait peut-être prendre davantage en considération les aspects d'acculturation, le choc des cultures, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on débarque à Pékin en avion, à l'aéroport, on n'est peut-être plus aussi perturbé qu'auparavant. Moi, je me souviens, quand il y a, je ne sais plus, une vingtaine d'années maintenant, certainement, quand j'ai été à Pékin, je crois que c'était un monde exotique, et puis je me suis arrivé à l'aéroport de Pékin, et je suis tombé tout de suite sur un McDonald's, et j'ai vu que tout le monde, alors ce n'était pas encore le cas chez nous, il y a une bonne vingtaine d'années, tout le monde avait son portable, son GSM, alors ce n'était pas encore le cas en Belgique, vous imaginez. Donc ce n'était pas du tout, comment dirais-je, un monde exotique, au contraire. Quand j'étais en Inde, c'était autre chose, ou quand j'étais en Afrique, mais en Chine, pas du tout. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir un petit peu quels sont pas seulement les aspects économiques de la mondialisation, mais de voir aussi que les mentalités se transforment et que les individus rentrent dans un système mental et finissent par ne plus penser comme avant. Ils rentrent dans une culture différente, mais peut-être pas de manière absolue, parce que c'est l'entrée dans le système, je dirais, du capitalisme à l'américaine, mais il ne faut pas oublier que les Chinois ont une bien plus vieille histoire du capitalisme que les Américains, parce qu'elle est très ancienne, eh bien, c'est peut-être aussi, comment dirais-je, entrer dans un mixte, un mélange, et ça évite bien des impairs quand dans les années qui viendront, on va rencontrer de plus en plus de Chinois, on peut le supposer. Il est indispensable de connaître la culture des autres. Donc ici, nous allons nous intéresser aux Romains. Vous allez me dire, les Romains, ils ne sont plus là depuis bien longtemps, sauf que vous oubliez que nous sommes un petit peu des Romains, puisque la langue que nous parlons, le français, n'est rien d'autre que du latin, qui s'est transformé. Mais nous parlons latin, en fait, sans nous en rendre compte. Évidemment, il y a eu des apports de vocabulaire, de langue étrangère, on est bien d'accord, mais pour le reste, nous parlons latin. Voilà. Je commence donc avec la puissance de Rome. Trois aspects vont être envisagés. Tout d'abord, l'aspect militaire, ensuite l'aspect politique et ensuite l'aspect économique. Je commence par l'aspect militaire. Rome, je vous ai dit, après 5 siècles où, territorialement parlant, il ne se passe pas grand-chose, à partir du début du IIIe siècle avant notre ère, eh bien, il va y avoir une véritable explosion. On peut dire une sorte de Big Bang. Vous voyez, donc au départ, vous avez un petit quelque chose qui ne bouge pas pendant très très longtemps, et tout à coup, c'est le début d'un feu d'artifice qui va durer pendant plusieurs siècles. On peut même dire que ce feu d'artifice ne sera pas si long que ça, parce qu'on peut dire qu'en 3 siècles, après 3 siècles, Rome domine tout le bassin méditerranéen. L'Empire de Rome part, comment dirais-je, du sud de l'Écosse, vous imaginez, jusqu'au Maroc, va de l'Allemagne jusqu'à la Libye, à l'Égypte, va jusqu'à la Mésopotamie, couvre la Turquie et couvre la Roumanie. Donc c'est un territoire immense. Or, 3 siècles, ça peut vous paraître beaucoup, mais 3 siècles, ce n'est rien en fait. À une époque où les moyens de communication n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui, 3 siècles, c'est très court. 3 siècles, ça fait combien de générations? Si on compte qu'il y a 4 ou 5 générations par siècle, ça fait quoi? Une douzaine de générations, entre 12 et 15 générations. C'est rien, 12 et 15 générations. Alors que les Romains, c'était un tout petit peuple de rien du tout. Les Romains, au départ, c'est une bourgade, Rome, au 7e siècle avant notre ère. Mais imaginez une bourgade qui se trouve maîtresse du monde après 3 siècles. Donc le 3e siècle, c'est le moment où se produit l'expansion de Rome. Évidemment, au 2e, au 1er siècle, qui ne seront pas étudiés ici. Alors là, ça va être la conquête du bassin oriental de la Méditerranée. Et puis bon, au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque de César, de Marc-Antoine, etc. C'est l'Empire romain
tel que nous le connaissons. C'est le moment aussi, à la fin du 1er siècle avant notre ère, où Auguste installe l'Empire en 27 avant notre ère, et c'est le début de l'Empire au sens strict alors, le début de l'Empire romain. Donc, Rome conquiert des territoires en Italie. Je vous ai dit l'Italie, c'est au-delà de la Campanie, c'est tout le sud, ce que l'on appelle la Grande Grèce, où vous avez des cités grecques. Ces cités grecques vont être conquises par Rome. Il va y avoir aussi, à la suite des guerres contre les Carthaginois, la Sardaigne et la Sicile. Donc ça dépasse de loin l'Italie, et c'est le début de la conquête donc, de la Méditerranée. Sur le plan politique maintenant. Alors, sur le plan politique, le nombre de citoyens va croître de manière importante. En un siècle, le nombre de citoyens va doubler. Je parle du IIIe siècle. Il va passer, je donne des chiffres ronds évidemment ici, de 150 000 à 300 000 citoyens. Attendons, je vais préciser les choses. Il va, excusez-moi, parce que là je ne suis pas tout à fait précis, le nombre de citoyens va passer de 150 000 à 300 000 pendant la première moitié du IIIe siècle, mais suite aux guerres puniques, le nombre, qui vont être dévastatrices sur le plan démographique, ce chiffre de 300 000 va passer à la fin du IIIe siècle à 214 000. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme la guerre 14-18. Donc il va y avoir une chute importante. Donc il y a des variations, mais il n'empêche qu'entre le début du siècle, vous aviez 150 000 citoyens et la fin du siècle, vous en avez 214 000, il y a quand même une croissance, même s'il y a eu des fluctuations très importantes suite aux guerres puniques. Maintenant, sur le plan géographique, le territoire de Rome, au IIIe siècle avant notre ère, le territoire de l'État romain va quadrupler. Il avait déjà doublé au IVe siècle, à la fin du IVe siècle. Il est encore multiplié par 4 au IIIe siècle. Donc là, ce sont des données qu'il faut bien avoir en tête. Je ne vais pas évidemment vous donner des chiffres précis en kilomètres carrés, ce serait ridicule. Moi, ce qui m'intéresse que vous sachiez, c'est évidemment les ordres de grandeur. Sur le plan économique, maintenant. Sur le plan économique, il faut distinguer d'une part, du point de vue de l'État romain, et du point de vue également des habitants, des Romains au sens strict, il va y avoir évidemment une acquisition de biens extrêmement importante et de revenus pour l'État. Ces biens, ils sont de quel ordre? Mais il peut s'agir tout simplement de butin, de pillage, parce que les conquêtes, ça ne se fait pas dans la dentelle. Donc on pille les richesses. Quand une armée arrive quelque part, elle pille. Et elle s'attribue, bien entendu, le butin. Et parmi les biens, je place également les esclaves, car il ne faut pas oublier que les esclaves, ce sont des choses, ce sont des animaux. Il n'y a pas de distinction entre un homme réduit en esclavage et un bœuf ou un âne. C'est pour ça que ça peut vous apparaître bizarre que je mette ça dans la catégorie des biens, mais ce sont des biens puisqu'ils deviennent la propriété d'un autre être humain. Ce sont donc bien des biens. Pour vous donner un chiffre précis, au IIIe siècle, on peut dire qu'au début du IIIe siècle, donc avant Jésus-Christ, dans les années 290, 297, 294, vous devez vous dire qu'à ce moment-là, il y a 66 000 Italiens qui sont réduits en esclavage. 66 000, imaginez, en 3 ou 4 ans. C'est énorme. Il y a enfin une augmentation des revenus publics. Comment? Le premier élément, c'est que
lorsque vous conquérez un territoire, il y a, après la défaite de l'ennemi, des indemnités très importantes qui sont demandées lors des traités, sans parler du fameux pillage dont je vous parlais tout à l'heure, que s'attribue l'État romain lui-même. Il y a ensuite les confiscations de biens, confiscations de terres. J'en parlais ce matin à mes étudiants en deuxième. Dans le mot confiscation, vous avez le mot fisc. Et le mot fisc, c'est l'État lui-même. Le fiscus, c'est l'État. Donc c'est des terres qui passent d'un État vaincu, pas spécialement d'un État, d'un peuple vaincu, parce que ces peuples n'avaient pas obligatoirement des États, d'un peuple vaincu à l'État romain. Et enfin, dernier élément, c'est que les populations, une fois conquises, une fois que l'on a perçu sur eux, qu'on a pris des terres, que l'on leur a fait payer de lourdes indemnités, il y a pour la suite, bien sûr, les impôts. Les impôts qui vont continuer, les tribus. Donc, l'État romain s'enrichit, bien sûr, à cette époque-là. Conséquence de cette croissance de la puissance romaine au IIIe siècle. Et ça, c'est vraiment l'objet de cette leçon, qui est d'essayer de comprendre en quoi la conquête romaine a bouleversé ou non, ou plutôt dans quelle mesure la conquête romaine a transformé la société romaine. Vous avez bien compris que mon sujet, c'est finalement la société, ce n'est pas les conquêtes. Les conquêtes, c'est en tant que cause de modification ou pas de la société. Mais c'est la société qui m'intéresse. Je vais envisager ce sujet, la résolution de ce problème, en deux temps que j'ai annoncés dans mon introduction. Premier temps, on va voir dans quelle mesure Rome s'ouvre vers le monde méditerranéen. Et dans un deuxième temps, on va voir s'il ne faut pas nuancer cette thèse selon laquelle cette ouverture a eu effectivement un impact aussi important qu'on pourrait l'imaginer sur la société romaine du IIIe siècle. Je commence donc par l'ouverture sur le monde méditerranéen. Je vais envisager ce sujet suivant quatre axes. Du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue culturel. Je commence donc par l'aspect politique. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai essayé de quantifier à la grosse louche la croissance du corps civique. Je vous avais dit que donc, en 50 ans, d'un demi-siècle, on passe de 150 000 à 300 000 citoyens romains, puis je vous ai dit qu'il y a une réduction de 300 000 à 214 000. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur le plan politique? Mais ça a un impact dans la mesure où, théoriquement, si vous avez plus de citoyens, ça peut, le cas échéant, modifier la donne lorsqu'il y a des élections, puisque ces citoyens sont amenés à voter, en tout cas dans les comices. Les comices, c'est-à-dire les assemblées du peuple. Il se fait que ces citoyens, avec l'accroissement, l'expansion territoriale de Rome, vont se trouver parfois très loin de Rome, parfois à 100 voire 200 km en Italie. Parce que Rome, lorsqu'elle conquiert des territoires, elle signe des traités avec les alliés, et vous avez des colons qui s'installent dans les différentes parties des territoires conquis, que Rome donc domine. Vous devez imaginer qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a donc un chapelet de colonies romaines
dans des territoires qui sont devenus alliés, c'est-à-dire qui sont devenus des vassaux de Rome. Pour vous donner un exemple contemporain, actuel, vous devez vous dire que ces colonies romaines en Italie, c'est un peu l'équivalent des colonies israéliennes en Cisjordanie. Vous savez que dans les territoires occupés de Cisjordanie, il y a des implantations de colons juifs, qui sont extrêmement nombreuses d'ailleurs, plusieurs centaines de milliers de colons juifs. Et c'est ce qui fait que quand vous regardez une carte actuelle du territoire soumis à l'autorité palestinienne, ça ressemble étonnamment à Gruyère, il n'y a pas de territoire continu. Si vous voulez aller d'un territoire de l'autorité palestinienne à un autre territoire, vous devez inévitablement passer par des checkpoints, par des routes contrôlées par l'armée israélienne. Vous n'avez pas d'un territoire compact, ce qui n'est pas le cas de Gaza. Gaza, c'est une bande unique où il n'y a que des Palestiniens. Mais en Cisjordanie, c'est pas là. Ben, vous devez vous dire que l'Italie, soumise à Rome au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ça ressemble un petit peu à la Cisjordanie. Donc vous avez des colons romains, et qui dit colons romains veut dire citoyens romains. Mais sauf que ces citoyens romains, ils sont devenus beaucoup plus nombreux. Ben, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, je n'y reviens pas. Mais plus nombreux, est-ce que ça veut dire que parce que vous êtes plus nombreux, vous avez un impact plus important sur la politique de Rome? C'est pas sûr. Si vous habitez à 100 ou à 200 km, parce que vous êtes... Vous savez, ces colons romains, c'est un petit peu... Allez, c'est la même chose que si vous-même, vous êtes un résident belge à New York et que vous votez à New York. Donc on peut parler de la colonie belge, pas au sens israélien du terme, mais on dit la colonie belge de New York. Voilà. Vous avez le droit de voter, vous pouvez aller à l'ambassade, au consulat belge de Belgique, à New York ou d'autres villes américaines, et vous votez. Mais il est évident que l'impact que vous pouvez avoir, d'autant plus que les députés pour lesquels vous allez voter, ben, vous ne résidez pas dans une circonscription précise qui, voilà, et les personnages pour lesquels vous allez voter, est-ce qu'ils vont finalement tellement tenir compte de vous, puisque vous êtes quand même à l'autre bout du monde? Ça va? Donc il y a le problème de la masse des citoyens, il y a le problème de l'éloignement des citoyens qui se pose, sans compter que pendant une période relativement courte, une période d'une cinquantaine d'années, Rome va inventer une catégorie nouvelle qui est celle des citoyens sans suffrage. Passons maintenant à un deuxième aspect concernant l'ouverture de Rome sur le monde méditerranéen, qui a ses limites, on le voit déjà, c'est en fait les aspects économiques. Quand on pense économie, avant de penser peut-être, lorsqu'on parle de conquête de marché extérieur, on ne pense pas évidemment d'abord à l'agriculture ou à l'industrie, surtout à l'époque pré-industrielle, hein, on est quand même au IIIe siècle avant Jésus-Christ, hein, donc vous n'avez pas des multinationales, vous n'avez pas des usines comme ça que l'on crée. Non, on pense avant tout au commerce, parce que quand vous conquérez des territoires, vous allez d'abord utiliser un moyen qui est celui de l'échange. Vous allez essayer d'acheter des biens, des matières premières, et surtout de vendre les produits que vous-même vous produisez dans votre pays d'origine. Donc ça vous ouvre un marché. C'est ça, ça vous ouvre un marché. Bah, je dirais, même si ça n'a pas du tout tout à l'heure, le parallèle ne peut pas se faire de manière mécanique et en superposant les choses, sinon je nierais la spécificité de la démarche historique, d'ailleurs. Hein. Mais je vous parlais des Américains tout à l'heure, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a été inondé de produits américains. Hein. Le Coca-Cola, pour ne citer que la chose qui vient tout de suite à l'esprit, sans voir des films américains, les cigarettes, le chocolat, enfin des tas de choses comme ça. Quand les Américains sont arrivés au moment de la libération, ben, ils avaient des tas de tablettes de chocolat, de cigarettes, etc. Et une fois, ben, les gens, voilà, se sont mis, voilà, c'était un produit américain, voilà, et puis ça avait un intérêt, ils avaient la cote, et puis c'était des prix compétitifs, par rapport, c'est nouveau aussi, et puis ça va être progressivement, ben, on va avoir un mode de vie qui va se rapprocher des Américains.
l'Amérique, tiens, on va s'acheter ça dans les années 50, sa machine à laver, on va s'acheter, oui, des tas de choses comme ça, des aspirateurs, des tas de choses, des tas d'objets dont on n'avait pas besoin auparavant, mais on va acheter d'électroménager. Hein, voilà, on va faire comme si, donc, progressivement, par le biais de la vie matérielle, ça va conquérir notre cerveau, si je puis dire. Hein. Donc, je reviens à l'économie, donc commerce. Extension dans l'espace, bien sûr, en Italie, dans le bassin méditerranéen, donc les Romains vont aller beaucoup plus loin qu'ils n'allaient auparavant, puisque maintenant les mers sont plus sûres qu'auparavant. Et ils vont devoir utiliser un instrument qui était pratiquement pas utilisé jusqu'alors, c'est-à-dire la monnaie. Jusqu'alors, les Romains, ils utilisaient essentiellement le système du troc. Surtout quand vous êtes dans un système rural autarcique, il y a moyen d'échanger des biens sans utiliser une monnaie. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains vont battre une monnaie de bronze très lourde, que l'on appelle l'as. Et puis, un petit peu plus tard, au milieu du siècle, ils vont utiliser et frapper une autre monnaie, une monnaie d'argent cette fois. Je vous rappelle qu'à Athènes, on utilisait déjà des monnaies depuis bien longtemps. Hein. La monnaie a été inventée en Asie mineure, 7e, 6e siècle avant notre ère, en Lydie. Et donc les Romains s'y mettent tardivement. Mais à un moment donné, la monnaie devient une nécessité pour faciliter les échanges, parce que vous ne pouvez pas continuer à faire du troc quand vous allez plusieurs centaines de kilomètres plus loin en Méditerranée. Mais voilà, à un moment donné, vous n'allez pas transporter tout ça, avoir des navires, vous comprenez, c'est un problème de frais, de pondération des marchandises, à un moment donné, c'est quand même plus facile. Et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs passés d'une monnaie de bronze, qui était très lourde, à une monnaie d'argent, qui est plus facile. C'est quand même par hasard si aujourd'hui on utilise plutôt des billets de banque, plutôt de la monnaie, et même plutôt que des billets, que l'on utilise plutôt de la monnaie électronique. Je veux dire, tout ça, ça facilite les échanges. Et d'ailleurs, ça donne envie d'ailleurs de dépenser beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut regarder de temps en temps son compte en banque, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui reste. Donc évidemment, quand vous avez des pièces de monnaie, mais c'est lourd, on a encore du liquide, comme on dit, dans la poche, même si ce liquide est très pondéreux. Hein. Voilà. Alors, à côté du commerce, il faut évidemment alimenter ce commerce par les produits de l'industrie et de l'artisanat, mais il se fait que la conquête va engendrer des besoins nouveaux. À partir du moment où Rome conquiert des territoires, elle doit augmenter ses effectifs dans l'armée. Parce que ça ne se fait pas tout seul, des conquêtes, bien sûr. Qui dit armée suppose toute une série de services en matière d'armes, d'équipements pour l'armée. Donc là aussi, il faut inventer, ou plutôt produire et fabriquer un certain nombre de biens qui sont nécessaires pour les soldats. Ça sert de rien, mais vous savez, fournir une armée, ça peut être très très rentable. Hein. Très très rentable. Parce que les soldats, ils ont besoin de plein de choses, les légionnaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu tout le harnachement d'un légionnaire, mais il a son casque, il a son armée, il a du cuir, il a du métal, il a beaucoup de choses sur lui, quoi. Alors, à côté de ça, parmi les besoins nouveaux, il y a aussi le développement des travaux publics. Alors, pourquoi les travaux publics? Parce que si vous conquérez des territoires, vous allez devoir construire des routes, les fameuses chaussées romaines. Alors les travaux publics, ils peuvent être multiples, dans différents genres. Mais en tout cas, ça va d'ailleurs donner de l'emploi aussi. Après avoir survolé les aspects politiques, les conséquences politiques et économiques des conquêtes que je viens d'évoquer, il y a encore des aspects sociétaux et des aspects culturels. Plutôt que sociétaux, je dirais plutôt sociaux. Il va y avoir un arrivage considérable d'étrangers à Rome ou sur le territoire civique.
Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème des esclaves. Mais ces esclaves sont des étrangers. Donc ça veut dire que cette société romaine, elle va voir circuler dans ses rues des esclaves qui sont des étrangers. Donc on va entendre des langues différentes dans les rues. À côté de ça, qui dit ouverture sur le plan commercial, va faire que les Romains vont se déplacer en Méditerranée, mais inversement, il va y avoir des marchands étrangers qui vont se rendre à Rome. Ce sont ceux qui apparaissent dans la catégorie des pérégrins. Or, ces pérégrins, ce sont des hommes libres, à l'inverse des esclaves. Ils ont des choses à vendre, et ils viennent à Rome. Donc, sur le plan social, Rome, qui était une ville, qui était une cité, qui était relativement fermée sur elle-même, où il n'y avait que des Romains, eh bien, en quelques décennies, va voir arriver sur son territoire des gens qui ne sont pas comme eux. Ça doit aussi nous faire réfléchir à notre monde actuel. Avant, dans nos régions, nous étions dans un monde relativement fermé quand nous étions dans des sociétés rurales. Et nous sommes restés dans des sociétés rurales jusqu'au début du XXe siècle. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, 50% de la population française était encore composée de paysans. Au début du XXe siècle, donc il y a juste 100 ans. Vous savez très bien que chez les paysans, il n'y a que des gens issus de la terre. Hein. Vous n'avez pas des étrangers à la campagne. Les étrangers, quand ils arrivent dans les villes, ils n'arrivent pas dans les campagnes. Or, le monde a considérablement évolué maintenant depuis un siècle. Regardez dans nos régions, quels troubles sur le plan politique et social cela amène. Vous voyez un petit peu, ben, voilà, depuis hier on parlait beaucoup suite à ce qui s'est passé à Calais. Ben, voilà, on voit des gens qui arrivent, qui agissent. Et puis ils ne peuvent, je veux dire, pour l'instant on ne résout rien du tout parce qu'ils vont toujours arriver plus nombreux. Il n'y a pas moyen de faire autrement, à moins d'avoir des navires, je ne suis pas cynique ici du tout, mais qui sont en train de tirer dans la Méditerranée, mais non, ils seront toujours plus nombreux. Il n'y a pas de... Vous voyez, quand vous avez des régions qui sont pauvres ou des régions en guerre, ou qu'on ne va pas leur demander de rester chez eux, ils ne seront que de plus en plus nombreux. Donc vous voyez ce que ça provoque comme sentiment de repli identitaire, comment dirais-je, dans les populations. Quelle réponse beaucoup de politiques apportent à ce repli identitaire partout en Europe. Hein. Vous voyez que les partis d'extrême droite sont en train de monter en flèche partout en Europe. Partout. Vous voyez ce qui s'est passé au niveau de l'élection du président américain. Il y a quand même un petit lien, sans doute, j'imagine, hein, avec cette idée de construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. Ça a quelque chose de délirant. Hein. Vous êtes bien d'accord. Hein, donc de toute façon, ils ne peuvent y arriver. À un moment donné, ce seront... Vous savez, on prévoit quand même des centaines de millions de populations qui vont se déplacer dans le siècle qui vient, c'est sûr et certain, avec le réchauffement climatique. Tous les gens qui habitent dans ces régions qui vont devenir désertiques, là, le Sahara va s'étendre. Et quoi, ces gens-là, on ne va pas leur demander de sécher au soleil, hein, ça n'a pas de sens. Non, mais je veux dire, c'est inévitable tout ça, ils ne vont pas rester là. Donc tout ça pour vous expliquer dans le cas de Rome, parce que là, le présent peut nous éclairer sur ce qui s'est passé dans le passé, et inversement d'ailleurs. Hein, on peut comment dirais-je, ben voilà, là, on voit arriver à Rome des gens qui n'ont peut-être pas la même couleur, ou qui viennent d'un autre endroit, soit des hommes libres, soit des esclaves. Et donc, quelque part, c'est perturbant. Donc on va se poser la question, qu'est-ce que ça va induire chez les Romains comme réaction? Ce sera l'objet de la deuxième partie de mon cours, de ma démonstration. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que Rome est conquérante, et voilà, elle va s'ouvrir au monde, elle va, comme une éponge, absorber toutes ces nouvelles cultures et profiter de l'économie, etc. On va voir que sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, il va y avoir une tentation de repli. Et c'est bien ce que je vais expliquer dans quelques minutes. Sur le plan culturel, c'est clair qu'à partir du moment où Rome conquiert le sud de l'Italie, mais déjà il y avait des emprunts grâce à la Campanie, qui est un territoire qui se trouve au sud du Latium.
C'est-à-dire la région de Naples, si vous voulez. N'oubliez pas que Naples, c'était une colonie grecque. Hein. Naples, ça vient de deux mots grecs qui veulent dire la ville nouvelle, ça veut dire ville nouvelle. Naples, hein, c'est Néapolis. Donc déjà, par la Campanie, et puis aussi par la Grande Grèce et toute la région qui se trouve tout à fait dans le sud de la botte italienne, Tarente par exemple, et puis alors toutes les villes de Sicile, l'hellénisme, c'est-à-dire la culture des Grecs, va alimenter la culture, ou plus exactement la littérature latine naissante. Parce que c'est au IIIe siècle avant notre ère que naît une littérature latine. Avant, il n'y en avait pas. Les premiers dramaturges latins sont fortement inspirés des Grecs. Les mythes, les légendes sont inspirés de l'univers mental des Grecs. Alors, je n'ai pas dit qu'ils sont copiés intégralement, mais en tout cas, la culture grecque influence fortement. Et vous avez aussi la religion. Esculape, donc le dieu de la médecine, est un dieu grec. Il s'implante à Rome. Vous avez aussi des dieux ou des déesses d'origine étrusque qui s'implantent à Rome. Et surtout, une déesse phrygienne, c'est-à-dire une déesse qui trouve son origine en Asie mineure, Cybèle, qui va avoir un grand succès à Rome. Oui, Cybèle, c'est C-Y-B-E, accent grave, L-E, Cybèle. La Phrygie, tout le monde sait comment ça s'écrit, j'imagine. P-H-R-Y-G-I-E. Vous connaissez le bonnet phrygien, qui est sur Marianne, tous les bustes qui se trouvent dans les mairies françaises. Voilà. Donc maintenant, on a vu dans quelle mesure, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel, Rome, par la conquête, s'ouvre vers le monde extérieur. Donc ce qui n'était qu'un petit village, une petite bourgade et puis une petite ville, va s'ouvrir vers le monde extérieur. Maintenant, on va voir qu'il y a un certain nombre de nuances à apporter à cette ouverture. Vous savez, on parle beaucoup de mondialisation, mais vous avez remarqué que moi j'ai mis tout de suite un bémol à cela. Je vous ai dit qu'il y a un repli identitaire. Alors je vous parle de repli identitaire maintenant par rapport à des populations subsahariennes ou des populations qui viennent du Proche ou du Moyen-Orient, par exemple les Afghans ou d'Asie centrale. Mais il y a aussi, et il y a eu aussi, dans le repli identitaire, l'idée que tout ce qui vient des États-Unis est mauvais aussi, hein. Donc il y a les deux. Parce que les Américains, ils sont persuadés que dans le monde entier, on ne rêve qu'Amérique. Ben, vous savez que quand même, enfin pour un certain nombre de gens, non, c'est américain, ce sont des Amerlocs, oui, ça fait penser à une sorte de succédané de la culture britannique. Ce sont sur le plan culturel, des Britanniques de deuxième catégorie, ce qui n'a pas de sens, parce que les Américains et les Britanniques, c'est pas la même chose, hein, ils ont évolué depuis maintenant plus de 2 siècles de manière distincte, hein. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de gens, ben voilà, c'est américain, donc ça fait penser un peu à une sous-culture, vous voyez, à tout ce qui est lié à l'argent, au capitalisme brutal, voilà. Et donc il peut y avoir aussi une opposition. Vous voyez un petit peu les réactions qu'il y a eu, il y a juste le titre d'ailleurs, hein, quand Donald Trump a dénoncé le traité concernant l'écologie, on a dit, ben oui, c'est nouveau. Hein, vous voyez, il y a eu un mouvement anti-américain, il y a eu, je ne sais pas, enfin, ça arrive pour le CETA aussi, là, il y a eu la même chose. Voilà. Les Européens étaient bien heureux au moment de la libération en 1945, et puis, je peux vous dire que dans les années 50 et 60, en
Europe en particulier, il y a eu quand même des mouvements anti-américains au moment de la guerre du Vietnam. Hein. On dit non, les Américains, c'était l'image, comment dirais-je, du démon, hein, de ce capitalisme impérialiste dans ce qu'il a de brutal, de dominateur, d'écrasant. Alors, les nuances à l'ouverture, elles se rapportent, selon moi, à deux éléments. D'une part, ce qui relève de la politique, et d'autre part, ce qui relève de l'idéologie. Je commence par ce qui relève de l'idéologie. Sur le plan institutionnel, peut-on dire que l'ouverture à la suite des conquêtes de Rome vers l'Italie et le monde méditerranéen, est-ce que cette ouverture fut vraiment réelle? Est-ce que sur le plan institutionnel, est-ce que sur le plan politique, Rome s'est transformée? Est-ce que Rome, par exemple, a pris dans la tradition politique des choses qu'elle ne... grecque par exemple, ou d'autres cultures qu'elle aurait pu rencontrer, des choses qui l'ont fait voir, repenser ces institutions différentes? En fait, pas vraiment. Pas vraiment. Sur le plan des magistratures, jusqu'alors à Rome, il y avait des magistratures qui étaient peu nombreuses. Ces magistratures étaient collégiales et ces magistratures étaient annuelles. On ne va pas augmenter le nombre de magistrats, sauf pour les provinces où là deux prêteurs vont être spécialement affectés à leur administration. On ne va pas augmenter le nombre de magistrats, alors que le territoire de Rome, je vous ai dit, est 4 fois plus important. Je parle du territoire public de Rome. Hein. La guerre publicus. Alors, quelle est la solution? Puisque, eh bien, la solution, ça va être que le principe d'annualité des charges va être mis entre parenthèses et que l'on va passer à un nouveau concept, ou plutôt, par nécessité, on va devoir passer à une nouvelle tradition qui est celle de la prorogation. La prolongation des charges, c'est-à-dire que quand un magistrat termine sa fonction, il peut être prolongé pendant 1 an ou pendant 2 ans. Donc on n'a pas besoin d'un magistrat nouveau, c'est le même qui va continuer. Donc il y a prorogation. Il y a ensuite l'idée, c'est que le concept de province va prendre une réalité sur le plan institutionnel. Parmi ces provinces, il y a la Sicile et il y a la Sardaigne. Ce sont les premières provinces romaines. Hein. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'origine étymologique du mot province? Le mot province est composé de 2 parties. Pro qui veut dire avant, auparavant, ou à la place de, mais enfin ici c'est auparavant. Et puis la deuxième partie du mot vince. Du mot province, c'est vince. Vince, ça vient de quel mot? De vincere, vincere en latin. Et vincere, ça veut dire vaincre. Donc une province, c'est un territoire qui a été vaincu avant. Donc c'est pour ça, on ne s'en rend plus compte, parce que nous avons des provinces, hein, mais ce n'est pas des départements. Mais quand on dit la province du Brabant wallon, étymologiquement, c'est pas du tout ça évidemment, sur le plan administratif et politique en Belgique, ça veut dire le territoire qui a été conquis auparavant. C'est pas ça du tout. Parce qu'il y a eu un déplacement de sens, le champ sémantique du mot province n'est plus celui qu'il était à l'origine, tout simplement. Mais c'est ça une province. Quand les Romains vont appeler le premier territoire qu'ils vont conquérir dans le sud de la France, ils vont l'appeler la province par excellence. Et c'est comme ça que ce territoire s'appelle aujourd'hui la Provence. La Provence, en latin, c'était... Pour les Romains, c'était notre province, la provincia, c'est-à-dire le territoire vaincu auparavant. Ça va?
crois que c'est des choses qu'il faut expliquer à vos adolescents, hein, quand vous leur donnez les cours. Parce que alors, du coup, l'histoire prend une étoffe, ça prend surtout du sens. On comprend ce que veut dire le mot Provence, et on comprend ce que veut dire le mot province, surtout. Voilà. En ce qui concerne les classes sociales, maintenant, je vais distinguer la noblesse et d'autre part le peuple. Je commence par la noblesse. En fait, la noblesse, je dirais, c'est la principale gagnante, parce que, à la suite de ces conquêtes, la noblesse acquiert beaucoup de prestige et beaucoup de pouvoir. Pouvoir qu'elle possédait déjà auparavant, parce que nous sommes dans une république, oui, mais nous sommes dans une république aristocratique encore à ce moment-là. Une république oligarchique. Ce n'est pas une république démocratique du tout, hein, que Rome. Et donc c'est une république où ce sont des nobles qui dirigent. La noblesse a acquis beaucoup de prestige, et surtout pendant les guerres puniques. Pourquoi? Parce que la noblesse a perdu, paradoxalement, beaucoup de ses membres pendant les guerres. La classe sénatoriale a été fortement touchée au moment des conquêtes, ce qui va conduire d'ailleurs, après les guerres puniques, au IIe siècle avant notre ère, par un renouvellement de la classe sénatoriale, puisque bon, elle a été, comment dirais-je, décimée, cette classe sénatoriale. Donc, les nobles, il y en a moins, mais comme ils se sont bien battus, ils acquièrent beaucoup de prestige, parce qu'ils ont donné leur sang pour la cité. Le peuple, maintenant. Le peuple est relativement satisfait. Pourquoi? Parce que l'agrandissement de la guerre Romanus, c'est-à-dire l'agrandissement du territoire de Rome, va permettre au pouvoir, pour le satisfaire, de donner au peuple, au petit peuple, à ces paysans qui manquent de terre, de donner à ce peuple des terres sur les terres conquises. On va voir comment tout cela va évoluer, mais ce ne sera pas l'objet de cette leçon, hein, au IIe siècle, parce que ça va conduire à un moment donné à une crise très importante chez les petits et les moyens paysans, et à la fameuse crise agraire, hein, de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, et aux réformes des deux frères Gracques, Tiberius et Caius Gracchus, en 133 et en 121 avant notre ère. Sur le plan idéologique, vous pensez bien que, à partir du moment où Rome s'est agrandie comme cela, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait imaginer qu'un État conquérant ait un sentiment de relatif bien-être, et effectivement, cela va pousser les Romains à se considérer comme le peuple maître de l'univers, un peu l'équivalent des Américains aujourd'hui, même s'ils sont talonnés par les Chinois, mais enfin, ils s'y croient encore. La fibre patriotique des Romains va se trouver renforcée. On va construire des monuments à Rome, exaltant la puissance romaine. Et vous savez que les monuments peuvent avoir un impact important. D'ailleurs, vous savez, quand on se promène à Bruxelles, on n'a pas un sentiment patriotique important, où il y a des statues de quelques gloires nationales, de savants, quelques hommes politiques, ok. Mais si vous allez à Paris, on voit très clairement qu'il s'agit d'un État monarchique. Et les Français n'ont jamais hésité, par exemple, et les exemples ne sont pas mis au hasard, évidemment, pensez à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Napoléon, ben, vous allez avoir, comment dirais-je, non seulement des bâtiments, mais vous allez avoir des rues nouvelles, vous allez avoir des monuments qui vont être construits à ce moment-là et qui vont donner
à la population parisienne une perception que la France est un grand pays. Quand vous allez à Paris, pensez aux Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est quand même un arc qui est basé sur la défaite des peuples, quand même. Il ne faut pas oublier ça. C'est le triomphe sur les autres, sur des peuples qui ont été dominés pendant pas longtemps, vous savez, mais enfin, bon. Pensez quand même à toutes ces places à Paris, la place de la Concorde, enfin, il y a des tas de choses, mais je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous voyez, quand vous allez à certains endroits, il y a un petit peu partout la grandeur de la France qui sointe de ces monuments, et vous savez que les Français sont très chauvins, parce qu'ils pensent à leur glorieux passé, alors que maintenant, ce n'est plus une grande puissance, la France. C'est une puissance régionale. Ce n'est plus une grande puissance du tout. Mais ce fut une grande puissance. Et donc, la population aime ça. Ils aiment le 14 juillet, où ils voient défiler sur la plus belle avenue du monde. En tout cas, c'est comme ça qu'ils eux-mêmes l'appellent. Et ça leur donne un sentiment de grandeur nationale. Nous, quand on voit défiler nos soldats au 21 juillet, on ne peut pas dire qu'on a un sentiment de grandeur patriotique particulier qui se développe, on n'a pas le cou qui se gonfle, enfin en tout cas, voilà, tandis que les Français, ils sont fiers, ils sont fiers, quoi. Voilà. Eh bien, à Rome, ça se passe de la même manière, à une autre échelle, bien entendu, c'est une autre époque, c'est pas les mêmes dimensions, mais enfin, c'est un petit peu ça. Mais à côté de ça, vous avez un conservatisme aussi. Un conservatisme par rapport aux vieilles valeurs. Les vieilles valeurs de Rome, c'est quoi? Eh bien, je dirais, je ne veux pas faire de nouveau de comparaison un petit peu anachronique et absurde, mais enfin, c'est pour faire passer les choses pédagogiquement, même si ça paraît très simpliste. Mais les valeurs de Rome, c'est un petit peu les valeurs de Vichy, du maréchal Pétain. Travail, famille, patrie. C'est ça, travail, famille, patrie. C'est ça les valeurs des Romains à cette époque-là. C'est voilà. On s'ouvre vers le monde, mais finalement, notre monde d'avant n'était pas si mal que ça. Ce qui comptait, c'était les valeurs familiales, la puissance du pater familial sur ses enfants, ses petits-enfants. C'était l'autorité que le père de famille peut exercer sur sa femme. Vous voyez, c'est la religion familiale avec les lards, les pénates. Ben c'est pas. Est-ce que ça ne vous fait pas penser un petit peu? Évidemment, il y a 2000 ans de différence et l'implication n'est pas la même du tout. Mais c'est un petit peu travail, famille, patrie. Donc c'est le dégoût du luxe, par exemple. Ça peut pas. Oui, vous voyez, il peut y avoir une réaction contre le luxe. Et dans le domaine de la religion, enfin. Dans le domaine de la religion, finalement, l'influence des dieux étrangers n'a pas été aussi importante que cela. Parce que les Romains se sont repliés vers leur culte traditionnel, je viens d'évoquer en ce qui concerne les cultes familiaux, mais également en ce qui concerne le culte civique. C'est plus tard, en fait, et j'arrive à ma conclusion, c'est que s'il y a eu, et il y en a eu des changements considérables dans la société romaine, je les ai évoqués durant tout le courant de cette leçon, il n'en demeure pas moins que les Romains se sont repliés sur des valeurs sûres, leurs valeurs, j'allais dire nationales, même si la notion de nation n'existe pas à cette époque-là, mais une notion, vous voulez, les valeurs du terroir, des valeurs sûres, et qu'au fond, c'est surtout au IIe siècle, c'est-à-dire le siècle qui suit, à l'époque où vont se faire les grandes conquêtes, parce que les conquêtes dont je vous ai parlé ici ne sont rien à côté des conquêtes du IIe siècle avant Jésus-Christ, où là, tout le bassin oriental de la Méditerranée va être conquis, sans parler aussi de l'Espagne, et des conquêtes du 1er siècle avant Jésus-Christ, où là, c'est vraiment le sommet, si vous voulez. Eh bien, donc, là, il y aura des bouleversements considérables. Et donc, il ne faut pas exagérer les bouleversements du IIIe siècle avant notre ère, car les grands bouleversements, ce
ceux du 2e et du 1er siècle avant notre ère. Là, c'est vraiment une croissance, une conquête à la vitesse VV'. Ce sont des territoires immenses qui vont être conquis. Et là, il va y avoir des bouleversements extrêmement importants. À l'époque considérée ici, il n'y a pas pratiquement, presque pas de bouleversements politiques et sociaux, vous le remarquez. Tandis que dans la deuxième moitié du 2e siècle avant notre ère et au 1er siècle, là, il va y avoir des mouvements sociaux et politiques très importants. Je vous ai parlé tout à l'heure des 2 frères Gracques, 133-121 avant notre ère. Vous savez qu'au 1er siècle avant notre ère, il y a les guerres sociales, c'est-à-dire, enfin, sociales, entendons bien, ce sont les guerres de Rome avec ses alliés. Hein, ce n'est pas des guerres pour des raisons sociales, au sens où nous entendons. Les guerres avec Rome va se battre contre ses alliés, vers 90 avant Jésus-Christ. Alors il va y avoir les guerres serviles, la plus importante étant celle de 73-61 contre Spartacus. Hein, là, vous allez avoir des milliers, plus de 6000 esclaves, voire beaucoup plus encore. Hein. Enfin, il y en a 5000, dit-on, qui vont être crucifiés sur la Via Appia. Mais il y a eu beaucoup plus d'esclaves encore qui se sont, on parle même de 80 000 à un moment donné, d'esclaves qui se sont retrouvés, pour une période très courte, dans l'armée de Spartacus. Hein? Alors là, et alors enfin, et surtout, les guerres civiles. Vous savez qu'il y a eu la guerre entre Marius et Sylla, puis il y a eu le premier triumvirat avec Pompée, César et Lépide, et enfin le second triumvirat rassemblant Octave, Marc-Antoine et Crassus. Non, excusez-moi, le premier c'était avec Crassus, le second c'est avec Lépide. J'ai confondu le 3e triumvirat. Donc je répète, le premier c'est César, Pompée et Crassus, et le second c'est Octave, Marc-Antoine et Lépide. Voilà. Donc là, le 1er siècle, c'est une époque de grand bouleversement, et ça c'est une époque où là les Romains vont être complètement chamboulés, à tout point de vue, politiquement, militairement et psychologiquement. Et c'est la raison pour laquelle Octave, qui devient Auguste, qui devient empereur à partir de 27 avant notre ère, lui va vouloir restaurer l'idéal patriotique romain qui était déjà appelé au 3e siècle de notre ère, qui va vouloir restaurer la Rome ancienne, parce que les grands chamboulements se font à ce moment-là. Ils se font à ce moment-là. Regardez aux États-Unis, je fais souvent des comparaisons, parce que quand on pense à Rome, ben, ça vient naturellement à l'esprit, même si ce n'est pas du tout la même réalité, hein, mais c'est le rapport, si vous voulez, au monde qui fait penser, pour appuyer cette idée d'aigle impérial aussi, qui est commun des deux côtés. Quand vous pensez à l'élection de Donald Trump, ce sont en fait ces petits paysans du Middle West, de l'Amérique profonde, c'est-à-dire ni de la côte ouest ni de la côte est, qui ont beaucoup voté pour lui, des gens du Texas, etc., ouais, de toute la région qui se trouve au centre, et qui veulent en fait retourner à la vieille Amérique d'il y a un siècle. Hein, l'Amérique presque des pionniers, si je puis dire, l'Amérique des ranchers, l'Amérique des cow-boys, presque. Voilà, des petites villes américaines, du centre. Parce que justement, ils sont perturbés par ceux qui ont dirigé l'Amérique, qui appartenaient à la côte Est principalement. Hein. Pensez les Clinton et les autres, c'était des gens de New York, etc., ou des gens de Californie. Oui, c'est pas la même Amérique, hein. Il y a plusieurs Amériques. C'est comme il y a plusieurs Chines d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs Russies, il y a plusieurs... Voilà. Je termine donc en vous montrant quelques livres. Alors, pour commencer, d'André Pigagnol, La conquête romaine, ça c'est un ouvrage ancien mais qui mérite toujours d'être lu aujourd'hui, dans la collection Peuple et civilisation, presse universitaire de France. Ensuite, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques de Jacques Hurgon, dans la collection Nouvelle Clio, donc l'histoire et ses problèmes, aux presses universitaires de France.
Je dois vous montrer aussi quelques livres. Un ouvrage récent d'Antoine Pérez, en tout cas dans son édition en livre de poche, parce que je crois qu'il s'agit d'une réédition, oui. Ça avait été édité une première fois en 2002. La Société romaine, un bon petit livre, vous savez, qui est très didactique, bien structuré. Alors un vieux classique aussi de Jérôme Carcopino, de l'Académie française, qui a été ministre d'éducation de Pétain, mais qui n'en était pas moins un très grand spécialiste de l'Empire romain, très érudit, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Les étapes de l'impérialisme romain » chez Hachette. Pierre Grimal, Le siècle des Scipions, Rome et l'hellénisme au temps des guerres puniques. De Jean-Michel David, La romanisation de l'Italie, en chant Flammarion. Et enfin, pour terminer, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, indirectement j'en parle maintenant, c'est que à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, tout à fait logiquement, à partir du moment où il y a des territoires qui sont conquis, il y a des armateurs, enfin comment dirais-je, oui, des armateurs, c'est-à-dire des gens qui possèdent des navires et qui ont envie de faire du commerce à longue distance, qui ont besoin d'avoir des fonds pour pouvoir armer leurs navires. Armer, ça veut dire les monter, tout simplement, hein, les fabriquer. Et donc, ils doivent faire des prêts auprès de banquiers. Et c'est à ce moment-là que la profession de banquier commence à se développer donc à Rome. Donc un jour, nous allons étudier d'ailleurs la banque à Athènes au 5e et 4e siècle avant notre ère. Je vous montre ici l'ouvrage de référence de Jean Andreau, Banque et affaires dans le monde romain du 4e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ dans la collection Points en histoire.